Bienvenue à tous. Je suis Carole Winquist, VP Marketing de Bonitasoft et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire en compagnie de Rénal Fléchaud d'IDC, pendant lequel nous allons aborder la question de l'automatisation et de l'optimisation des processus métiers autour donc de ce qu'on appelle l'Intelligent Process Automation. Reynald, je vous laisse nous présenter les résultats de cet observatoire et ensuite je ferai un petit point sur la vision de Bonitasoft suite à cette étude. Merci beaucoup, Carole. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire. Alors effectivement, on va présenter les principaux résultats d'une étude qu'on a pu mener il y a quelques semaines chez IDC France autour de l'orchestration et de l'optimisation des processus métiers. Alors d'abord un petit mot pour me présenter. Donc je suis Rénal Fléchaud, je suis Research and Consulting Manager chez IDC France. J'ai rejoint IDC il y a un peu plus de 2 ans maintenant, après avoir mené plusieurs missions déjà pour le cabinet. Auparavant, j'ai un passé plutôt d'ingénieur et ensuite de journaliste où j'ai fait une quinzaine d'années dans la presse IT B2B, en particulier le monde informatique et le mag IT. Alors on va passer à quelques éléments de contexte d'abord, avant d'aborder le cœur du sujet avec l'étude dont je vous ai parlé, qui concerne donc l'orchestration et l'optimisation des processus métiers. Un petit détour par quelques autres études qu'on a pu mener récemment chez IDC France, ici notamment une étude qu'on a menée en avril 2019, donc il y a à peu près 1 an, auprès de 167 entreprises du secteur privé et public, effectif minimum 500 salariés. Les personnes interrogées ici sont des profils IT, donc responsables informatiques et DSI avant tout. Ce qu'on peut noter, c'est que la quasi-totalité des organisations interrogées à l'époque affichent leur volontarisme en la matière. Et là, c'est un domaine qu'on a suivi au fil des ans. On a vu de nets progrès en la matière. Ici, on voit que les réponses montrant un bon niveau de maturité sur le sujet, ou en tout cas un volontarisme affiché sur le sujet, les 2 premières réponses en haut, stratégie numérique agressive et innovation en continu, cumulent près de 70% des répondants. Mais finalement, le chiffre peut-être le plus marquant, c'est, j'allais dire, l'image inverse de ce volontarisme. On voit que, à l'inverse, les entreprises qui sont très peu proactives sur le sujet sont devenues extrêmement minoritaires, 4%, et là aussi c'est une proportion qui a largement diminué au fil des ans. Je passe à une autre étude qu'on a également menée chez IDC en l'année dernière, qui est une étude sur la valorisation des données. Alors pourquoi je fais un petit détour par le sujet? Parce que pour IDC, réussir la transformation numérique passe par la mise en place d'une nouvelle architecture technologique permettant la création rapide de produits, de services et d'expériences numériques au service des clients, tout en modernisant l'informatique interne. Alors je vous ai fait grâce du schéma de fonctionnement cette nouvelle architecture, mais en tout cas il y a un principe clé au cœur de cette nouvelle architecture, c'est que les données sont un atout et non plus un sous-produit d'autres activités et processus. Donc les données en elles-mêmes constituent un actif de l'entreprise et dans de nombreux cas, le plus important d'entre eux, si on prend l'exemple des GAFA par exemple, c'est assez frappant. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer ces résultats. Et ce qu'on voit dans les résultats de cette étude qu'on a aussi menée donc en 2019, toujours auprès d'entreprises de plus de 500 personnes, c'est que le rôle de la valorisation de la donnée semble bien appréhendé par les DSI français. Le sujet est considéré comme stratégique par 57% des entreprises interrogées. Et surtout, sous 24 mois, cette proportion devait monter à 74%. Et même remarque avec les résultats sur la transformation numérique, il est assez frappant de constater que la part des entreprises qui déclarent que ce sujet n'est pas une priorité pour elles est extrêmement faible, seulement 3% et même 1% dans 24 mois. Alors évidemment, juste un petit mot sur le camembert à droite. Si la prise de conscience est là, beaucoup reste à faire. Plus de 2/3 des entreprises françaises exploitent moins de la moitié de leur patrimoine de données. Alors, quels objectifs sont associés à cette valorisation de données? Le premier objectif, c'est donc qui finalement reflète un peu les priorités de la transformation numérique, c'est l'amélioration de la relation client, qui arrive toujours en tête. Mais on voit que 3 autres objectifs sont très très proches
dans l'esprit des DSI qu'on a interrogés, et qui sont plutôt des objectifs liés à l'efficacité interne de l'organisation. Donc, optimiser le fonctionnement de l'organisation, qui arrive juste derrière, assurer la conformité réglementaire et prendre des décisions opérationnelles plus efficaces. Voilà, j'en viens maintenant à la présentation de l'observatoire qu'on a mené en partenariat avec Bonitassoft. Dans ce contexte, celui qu'on vient de voir, là, il était intéressant de mesurer les efforts que menaient les entreprises françaises pour moderniser leur processus métier. Pourquoi? Parce que pour IDC, la plupart des organisations ont entamé leur transformation numérique en tentant de réinventer leur expérience client. Hein. On a vu que c'était toujours l'objectif numéro 1 des entreprises françaises en matière de valorisation de données. Alors, si cette focalisation est légitime, limiter la transformation à cet aspect tend à créer des îlots d'innovation, freinant la portée des investissements digitaux. Une organisation ne peut espérer gagner en maturité dans sa transformation numérique sans coordonner et intégrer ses capacités tournées vers l'externe, donc tournées vers les clients, et celles centrées sur l'interne, en particulier ses processus métiers. En réalité, il s'agit essentiellement d'unifier deux approches qui semblent a priori peu compatibles, avec d'un côté les modèles traditionnels, ce qu'on fait depuis des décennies, qui consiste à pousser les capacités de l'entreprise vers les clients, et de l'autre, les modèles digitaux, où le client est placé au centre du processus. Le tout dans un contexte où les compétences capables d'unir ces deux approches restent rares. Ça reste un problème assez patent dans les entreprises françaises, européennes et même mondiales. Cette question de l'évolution des compétences et de la disponibilité de compétences sur les nouvelles technologies. Donc, pour mesurer les initiatives des entreprises françaises en matière d'orchestration et d'automatisation des processus, nous avons interrogé 204 responsables IT et métiers d'entreprises françaises entre décembre et janvier dernier. Une population qui est répartie à 50-50 entre direction métier et DSI. Donc, on verra plus loin les résultats sur ces deux types de populations, et également à 50-50 entre des ETI qui comptent entre 500 et 1000 salariés, et des entreprises plus grandes qui comptent plus de 1000 salariés. Alors, première partie de cette présentation sur cette partie orchestration des processus, avec d'abord un premier résultat qui est tourné vers les ambitions des entreprises françaises en matière d'optimisation et de modernisation des processus. Voilà. Le premier constat, c'est que les entreprises interrogées dans le cadre de notre observatoire ont massivement compris l'intérêt de l'optimisation des processus. C'est au total 79% des responsables métiers et 70% des profils issus de la DSI qui affirment que leur organisation a déjà lancé des chantiers en la matière. Qui plus est, c'est ce qu'on voit ici sur ce slide avec les populations qui ont déjà lancé des chantiers en matière d'optimisation. Les entreprises qui sont avancées sur le sujet entendent bien approfondir leur démarche en la matière. Ici, on voit donc sur les deux populations, la population métier IT et IT, la part des processus optimisés aujourd'hui et celle qui devrait l'être dans 2 ans. Par exemple, aujourd'hui, 32% des directeurs métiers interrogés estiment que la part des processus déjà optimisés au sein de leur entreprise varie entre 51 et 75%. Et dans 2 ans, la proportion d'organisations se situant dans cette fourchette, pourtant déjà élevée, devrait reculer de 12 points. Mais dans le même temps, la part des entreprises ayant optimisé entre 75 et 90% de leur processus devrait, elle, progresser de 15 points, tout comme celles allant encore au-delà de ce seuil. Donc, on voit que les entreprises ont des ambitions pour progresser dans leurs initiatives d'optimisation des processus métiers. Le constat est similaire d'ailleurs du côté des profils IT, à droite. Ceux-ci se montrent légèrement plus prudents que leurs homologues des métiers, mais affichent le même volontarisme néanmoins. Ainsi, par exemple, la part des décideurs IT qui affirment que moins de 10% des processus de leur entreprise est optimisé perd 10 points à un horizon de 24 mois. Et le recul atteint même 15 points pour la fourchette allant de 10 à 25%. Dans le même temps, on constate le même phénomène, donc progression des entreprises qui ont des ambitions pour des parts supérieures de processus optimisés. Donc, par exemple, la part des décideurs IT qui prévoit que la proportion de processus optimisés sera comprise entre 75 et 90% au sein de leur organisation, progresse de 15 points d'ici 24 mois, et 13 points pour les DSI qui prévoient même d'aller au-delà de cette limite. Alors, autre élément qu'on a voulu sonder, c'est finalement qui est à la baguette, qui orchestre ces efforts. Alors ici, on voit les résultats toujours pour les deux populations. À gauche, pour les directions métiers, les projets d'optimisation et de modernisation des processus sont avant tout portés par la direction générale,
dans 41% des entreprises qui ont engagé des démarches en la matière, et par le département dont est issue la personne interrogée. Le rôle de la DSI comme département à l'initiative de ces efforts n'est cité que par un peu plus d'un répondant sur 10. Et là, on voit que cette perception tranche assez nettement avec celle des responsables IT, pour qui la DSI est le premier département à l'origine des initiatives d'optimisation des processus, plus de 40% des répondants, devant la direction générale. Les principales directions métiers n'arrivent qu'ensuite et ne dépassent pas la barre des 10% aux yeux des informaticiens. Malgré cette dissonance cognitive, finalement, notons que le rôle central de la DSI, attendez, hop, voilà, je reviens sur le slide, notons que le rôle central de la DSI est très largement reconnu par les métiers dès qu'on parle d'implémentation d'outils comme le BPM ou le RPA, sur lequel on aura l'occasion de se pencher plus tard. Au sein des entreprises qui ont déployé des technologies de ce type, BPM ou RPA, toutes les directions métiers attendent le support de l'IT. Dans plus d'un cas sur deux, elles attendent une très forte collaboration avec la DSI tout au long du projet, et également le support de cette dernière pour identifier les tâches numérisables et ou automatisables. On verra plus loin que les directions métiers ont encore des progrès à faire dans le développement de leur culture en matière d'outillage. Alors, autre signe rassurant, finalement, si les deux catégories de répondants divergent sur le département qui pilote les initiatives de modernisation, elles s'accordent sur les objectifs qui doivent sous-tendre ces initiatives. Auprès de ces deux profils de répondants, c'est l'amélioration de la productivité des équipes qui apparaît comme l'objectif prioritaire et de façon assez nette. Il est cité dans les deux cas par à peu près 2/3 des personnes interrogées. Derrière cette priorité, les directions métiers mettent en avant l'amélioration de la collaboration entre les équipes devant la réduction des coûts. Chez les DSI, on retrouve les mêmes items, mais dans l'ordre inverse. Néanmoins, l'alignement sur les mêmes objectifs est assez frappant. Alors, passons à la deuxième partie de cette présentation sur la définition et le contour de ce qu'on appelle l'Intelligent Process Automation. Le volontarisme affiché en matière d'optimisation des processus qu'on a vu juste avant, l'approfondissement de ces démarches que les entreprises anticipent, ainsi que l'alignement des objectifs autour des priorités, sont autant de facteurs qui plaident pour le développement de ce qu'IDC appelle l'Intelligent Process Automation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine qui couvre à la fois les besoins en matière d'orchestration, d'intégration, de transformation des processus métiers et d'automatisation de certains d'entre eux. Automatisation notamment au travers des RPA, qui est certainement la technologie la plus hype de ce domaine, en tout cas aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler dans la dernière partie de cette présentation. IDC voit l'Intelligent Process Automation comme une initiative stratégique visant à accélérer la transformation numérique des entreprises en facilitant la transformation et l'optimisation des processus. On voit sur la droite les principaux bénéfices attendus de ce type d'initiative, productivité, efficacité des processus métiers, performance des employés, visibilité sur les opérations. Autrement dit, on retrouve certaines des attentes principales des décideurs qu'on a interrogés dans le cadre de cette étude, comme on l'a vu quelques slides auparavant. Les fondations techniques de l'Intelligent Process Automation sont donc les suivantes. Le RPA, je l'ai dit, donc le RPA sont ces robots logiciels qui reproduisent les interactions routinières des utilisateurs avec les applications. L'intelligence artificielle également, par exemple pour extraire des informations de sources de données non structurées, afin d'accélérer leur intégration dans les processus ou de compléter les RPA. La gestion des workflows et le business process management, qui offre une vue d'ensemble sur les processus métiers de l'organisation et de leur interaction pour les optimiser et les automatiser quand c'est possible. Et le domaine également de l'intégration d'applications et de la gestion des API. Au niveau mondial, les dernières prévisions d'IDC prévoient une croissance annuelle moyenne de 13,2% pour ce marché sur la période 2018-2023, et même un peu plus pour la région EMEA, plus de 14%. À l'horizon 2023, ce marché-là, le marché de l'Intelligence Process Automation, devrait peser 22,7 milliards de dollars contre 8,4 en 2018. Et dans ce total, les solutions de BPM étaient en 2018 et devraient rester en 2023. Le second segment de marché derrière les plateformes d'intégration et de gestion des API. Attention, toutefois, je précise que ces prédictions datent d'avant la crise du Covid-19 et que évidemment, IDC est en train de retravailler sur tous ces modèles de prévision suite à cette crise.
Alors, zoom maintenant sur le BPM. On a vu que c'était une technologie clé dans la démarche d'Intelligent Process Automation. Le BPM, je rappelle, permet de disposer d'une vision d'ensemble des processus de l'organisation et de leur interaction, hein, afin de les optimiser et de mettre en œuvre les automatisations possibles. La technologie est aujourd'hui déployée en cours d'installation ou à l'étude dans un quart des entreprises françaises interrogées. Si on se fie aux réponses des DSI, ce qu'on voit ici sur ce slide. Un niveau de déploiement déjà assez significatif, mais qui devrait encore progresser significativement dans les années à venir, étant donné ce qu'on a vu auparavant sur les intentions affichées par les entreprises et également les prévisions de marché que je vous ai données juste avant. Autre signe qui plaît dans ce même sens, c'est parmi les DSI qui ont déployé une solution de BPM, se sont lancés dans un projet où ils réfléchissent. Environ 1 sur 3 ne voit aucun frein au développement de cette technologie au sein de son organisation. Cette réponse est suivie, donc c'est la première réponse hein, quand on leur pose la question des freins, est suivie par 2 limites qui sont citées respectivement par un DSI sur 4 et un DSI sur 5, le manque de compréhension du BPM et le manque de compétences en interne pour développer les applications de BPM. En revanche, les critiques sur la fiabilité de la technologie et celles sur son manque de pertinence en raison du faible nombre de processus pouvant en bénéficier sont ultra minoritaires. Donc, si des problèmes de compétences ou de culture sur ces outils subsistent, le terreau pour la progression du BPM semble plutôt favorable. On a la confirmation un peu de ces mêmes tendances quand on interroge les métiers. Là aussi, le principal frein identifié côté métier, c'est le manque d'appropriation de la technologie parmi les directions métiers qui expliquent que leur entreprise ne dispose pas d'une solution de BPM. Le premier frein au recours de cette technologie, c'est la méconnaissance des offres à ce jour. Il est aussi assez significatif de constater qu'environ un responsable métier sur 4 ne se prononce pas quand il est interrogé sur l'existence d'une solution de BPM déployée en interne, ce qui plaide encore sur le manque finalement de culture du sujet côté métier. Alors je reviens maintenant à la partie qui concerne l'automatisation avec les robots logiciels, donc avec le RPA. Comme je disais, c'est certainement le segment le plus à la mode aujourd'hui de l'Intelligent Process Automation. Les RPA permettent d'automatiser des tâches unitaires répétitives en les faisant exécuter à l'identique par un robot logiciel plutôt que par une personne. Ces outils permettent de mettre en place une approche avant tout tactique, hein, en automatisant avec des robots logiciels des parties de processus. Évidemment, la promesse derrière, c'est de dégager rapidement des gains de productivité sans toucher aux applications sur lesquelles on intervient. Comme vous l'aurez compris avec le périmètre que j'ai décrit pour l'Intelligent Process Automation un peu plus tôt, il ne constitue toutefois qu'un pan d'une démarche plus globale de modernisation des processus aux yeux de notre cabinet. Alors là, finalement, c'est un slide qui revient sur la même logique que ce que vous avez vu un peu auparavant, sur les ambitions des entreprises en matière d'automatisation des processus. On se retrouve finalement dans la lignée des résultats qu'on a vu plus haut avec la modernisation, les intentions en matière de modernisation des processus. Les directions métiers et IT que nous avons interrogées, là aussi, affichent une activité soutenue en matière d'automatisation. Environ une direction métier sur 2 et une direction IT sur 2 également expliquent avoir déjà automatisé certains processus ou parties de processus. Et comme en matière d'optimisation des processus, direction métier et IT prévoient d'accroître leurs efforts en la matière au cours des 24 mois qui viennent. C'est ce qu'on voit ici sur ce slide. Par exemple, une direction métier sur 2 estime qu'aujourd'hui, moins de 25% des processus de son organisation sont automatisés. Sachant qu'on ne précise pas la technologie, hein, on a juste posé la question de l'automatisation. Cette part d'entreprise peu avancée est appelée à décroître de 15 points dans les 2 ans qui viennent, tandis que les entreprises ayant automatisé plus de 51% de ces processus métiers devraient dans le même temps progresser de 16 points, passant de 28 à 44%, donc on a un phénomène de vase communicant. Et les DSI, finalement, contrairement à ce qu'on a vu plus haut, se montrent encore plus déterminés en la matière, plus déterminés que les directions métiers. Si 1 sur 2 estime qu'à l'heure actuelle, moins d'un quart des processus de son organisation a pu être automatisé, en faisant la somme des premiers résultats, cette part recule de 30 points à horizon 24 mois. Et dans le même temps, la part des DSI qui anticipent une automatisation touchant plus de la moitié des processus en organisation progressait de 20 points.
Côté objectif, maintenant, en matière d'automatisation, là aussi, on s'aperçoit qu'on a une convergence assez claire entre les objectifs que se fixent les métiers et ceux que se donnent les directions informatiques. Reynald, je suis désolée, Oui. vous avez été légèrement coupé. Si vous pouvez juste reprendre. Je suis Ah, j'ai désolée été coupé quand? pour d'intervenir, mais juste là sur ce slide, si vous pouvez juste Ah, d'accord, reprendre ok. au début. D'accord. Merci. Donc je reprends sur ce slide. Donc maintenant j'en viens aux objectifs des entreprises en matière d'automatisation. Là aussi on a à peu près le même tableau que ce qu'on a pu voir avec les résultats sur les initiatives en matière de modernisation au sens large. Les entreprises qui sont lancées dans des démarches d'automatisation ont 3 objectifs prioritaires en tête, et ceux qu'on s'adresse aux directions métiers ou qu'on s'adresse au DSI. Ces 3 objectifs sont l'amélioration du service, en libérant du temps pour que les collaborateurs se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée, la limitation du nombre d'erreurs humaines ou l'amélioration de la sécurité, et les gains d'efficacité des collaborateurs. Donc les 3 objectifs sont identiques. L'ordre des priorités diffère un peu, comme vous pouvez le voir sur ce slide. La priorité des métiers étant bien sûr de libérer du temps aux équipes à leurs équipes pour se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée, alors que les DSI, assez classiquement, plutôt focalisés sur des gains d'efficacité. Alors, un zoom maintenant sur le niveau de déploiement du RPA sur le marché français. On l'a vu, les ambitions sont là, les objectifs sont partagés. Néanmoins, on est encore face à une technologie relativement jeune. La part des entreprises françaises ayant déployé des technologies de RPA ou ayant mis en œuvre un prototype reste relativement peu nombreuse. Parmi les organisations ayant lancé des initiatives en matière d'automatisation des processus, 17% d'entre elles ont déployé des RPA ou mis en place un prototype afin de valider le potentiel de cette technologie. Et 5% supplémentaires prévoient d'employer cette technologie dans les années qui viennent. Voilà. Alors un petit mot de conclusion. Donc notre étude sur l'orchestration et l'automatisation des processus souligne, je crois, d'abord la volonté des entreprises françaises d'investir et de progresser dans ces domaines, avec des objectifs liés à la productivité des équipes, à la réduction des coûts, à l'amélioration du service rendu, via la faculté à concentrer les collaborateurs sur les tâches à valeur ajoutée. Donc il s'agit avant tout de rénover ou de rendre plus efficients des processus bâtis sur les systèmes legacy, ou bâtis sur les systèmes legacy et profitant par exemple aux nouvelles applications digitales, pour les rendre compatibles avec les exigences de la transformation numérique. Notre étude tente aussi ainsi à montrer qu'après avoir concentré leurs investissements sur la réinvention de leur expérience client, ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années, les organisations s'attaquent aujourd'hui aussi à la modernisation de leur système back-office qui demeure essentiel dans la mise en place de produits ou services différenciants. Comme vous l'aurez compris, pour IDC, une large partie de la réponse à ce défi réside dans ce qu'on a appelé l'Intelligent Process Automation, en permettant de transformer la modernisation des processus en démarche de fond. Ce secteur, ce domaine, est susceptible d'étendre des initiatives aujourd'hui essentiellement locales à l'ensemble de l'organisation. Et apporte une voie pour réconcilier les automatisations, souvent encore limitées à des tâches unitaires, notamment au travers des RPA, avec une démarche plus globale, plus holistique, portée en particulier par la gestion de workflow, le BPM et l'intégration. Voilà, je vous remercie de votre attention, et Carole, je te retransmets la parole. Merci beaucoup, Reynald. J'espère que ça vous a amené quelques éléments de réflexion. Je vais aller assez rapidement sur quelques slides. Déjà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi Bonitasoft a finalement travaillé avec IDC sur cette étude. Bonitasoft, donc, c'est un éditeur français du marché justement de l'intelligence process automation. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à la fois les enjeux du marché, puisque nous avons bien sûr un rapport privilégié avec nos clients, mais en travaillant sur cette étude, on a pu aller au-delà de la sphère connue de nos clients pour comprendre un petit peu les dynamiques autour des thèmes de l'IPA.
Et aussi, comme vous avez pu le voir, on s'aperçoit que finalement, pour les métiers, mais aussi dans pas mal de DSI, le BPM est encore le BPM et l'orchestration et l'automatisation des processus, c'est un sujet qui est parfois connu, mais pas complètement maîtrisé, où les technologies sont, il y a un frein à déployer ce type de technologie pour des problématiques soit de connaissances, soit de disponibilité de ressources. Et donc, nous, en tant qu'acteurs de ce marché, nous avons aussi un rôle d'éducation du marché sur les enjeux, les valeurs que ce type de technologies peuvent amener. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons justement travaillé sur cette étude. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est amener une réflexion sur le thème de l'automatisation, parce qu'on s'aperçoit que, comme le disait Reynald, il y a beaucoup de lumière en ce moment qui est mise autour des robots, de la robotisation des processus métiers, ce qui est bien parce que justement, ça va mettre en avant toutes les problématiques d'automatisation et au-delà du déploiement de robots. Mais ce qu'on voulait, c'est aussi faire prendre conscience au marché que la robotisation n'était pas la finalité et faire attention à ne pas finalement parier sur une simple robotisation d'éléments partiels d'un processus et d'aller au-delà pour aborder la question de la transformation digitale. Voilà. Et aussi pour voir un petit peu les contraintes que rencontrent les équipes IT et les équipes métiers. Oups, excusez-moi. Donc, ce que je vous disais, ce qu'on souhaite, c'est vraiment donc mettre l'accent sur cette Intelligent Process Automation qui vous vous souvenez, au cœur du graphique qu'a montré tout à l'heure Reynald, il y avait l'orchestration. Et l'idée de faire de l'automatisation, c'est de dépasser cette démarche tactique d'automatisation ponctuelle, d'utiliser toutes les technologies que sont le RPA, mais aussi l'intelligence artificielle et tout ce qui est API, pour permettre de garder l'humain au centre, parce que finalement, c'est lui qui a, je dirais, l'intelligence de la transformation et l'intelligence de la réinvention. Un robot seul, sans apport humain, ne va pas aller vers une transformation de l'entreprise. On parle, les éditeurs de RPA parlent en anglais human in the loop, donc l'homme dans la boucle, et nous-mêmes en tant qu'éditeurs de moteurs d'orchestration et de BPM, nous voulons que cette valeur humaine reste très présente à l'esprit des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que il faut aller sur cette démarche globale pour cibler le processus dans son entièreté et en avoir une visibilité pour ne pas, je dirais, parcelliser le retour sur investissement qu'on peut avoir à automatiser ces processus back-office. Vous l'avez vu, il y a un volontarisme clairement affiché des entreprises d'aller vers plus d'automatisation à différents niveaux. Mais ce dont on s'aperçoit quand on descend, nous, dans les discussions qu'on a avec les directions métiers ou les DSI, nous parlons, je dirais, beaucoup plus aux DSI de par la nature de notre produit. On se rend compte qu'il y a des contraintes assez forte de la part des DSI. C'est-à-dire que les métiers vont aller vers les DSI avec des demandes d'application, d'automatisation, soit pour des processus existants qui sont des processus manuels, encore dans de nombreuses entreprises. On pourrait se dire, voilà, on est en 2020, on a mis ça derrière nous, mais non, il y a encore énormément de circuits manuels, mixant papier ou quand je dis manuel, c'est-à-dire que le circuit est parcellisé, il n'est pas visible dans sa globalité. Les processus de ce fait sont peu transparents, c'est-à-dire que vous, en tant que responsable du processus, vous ne saurez pas pourquoi telle demande de prêt, par exemple, est bloquée, qui n'a pas avancé la tâche suivante, pourquoi tel dossier d'onboarding client dans la banque aussi ne présente pas les conditions nécessaires pour avancer. Enfin, donc, la transparence et la visibilité des processus est souvent un problème aussi pour les métiers. Et ils viennent vers la DSI avec ces demandes-là. Et puis, bien sûr, il y a tous les nouveaux processus, puisque la transformation digitale des entreprises peut être amenée aussi par
justement la création de nouvelles offres, le lancement, par exemple, d'une nouvelle box pour un opérateur téléphone et qu'il a besoin d'opérer ces processus qui avant n'existaient pas. Donc, tous ces éléments entrants vont arriver auprès des DSI dont l'objectif est de supporter finalement le business, d'amener de l'automatisation pour tous les points qu'on a vus tout à l'heure, de gain de productivité, de gain de visibilité. D'un autre côté, on a des équipes IT et nos clients nous le répètent chaque jour, c'est qu'ils ont des capacités de développement limitées. Ils ont énormément de projets qui leur sont donnés avec un nombre de ressources limitées. Donc des contraintes bien sûr budgétaires où ils ne peuvent pas forcément sous-traiter tous les développements qu'ils voudraient. Et ils ont en face des équipes métiers, même si on entend parler, alors vous avez sûrement entendu parler de ces terminologies de low-code ou no-code. Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, le low-code ou le no-code, pour des processus complexes, s'imbriquant dans des architectures IT telles qu'elles existent dans les grandes entreprises, c'est limité. C'est-à-dire que les métiers ne vont pas être autonomes dans le développement de leurs propres applications et vont devoir dépendre de l'IT pour se connecter, pour accéder à la donnée, pour un certain nombre de choses. Et comme je vous disais, on est face à des environnements IT très complexes qui mettent en musique à la fois des systèmes dits legacy, donc des systèmes anciens avec des systèmes de connexion plus complexes, ou qui cohabitent avec des architectures récentes ou des architectures de type SOA, mettant en jeu du serverless, du microservice. Et il faut faire coexister tout ça et il faut finalement que le processus puisse exister dans ces environnements complexes. Donc le besoin de l'équipe IT, c'est de gagner sur cette efficience de développement. Donc nous, ce qu'on voit un petit peu, c'est que les DSI cherchent finalement sur le marché des plateformes qui leur permettent de répondre à ces contraintes, donc à réduire les coûts de développement, en ayant des plateformes donc, avec ce paradigme low-code dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le low-code, il ne faut pas l'entendre comme étant forcément du low-code pour les métiers, ça peut être aussi du low-code pour les équipes informatiques. Parce que les outils graphiques ou les très fortes capacités d'extension d'une plateforme sont au cœur de la réduction de ces temps de développement. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que ces équipes IT, elles doivent faire collaborer différents types de personnes. Au sein même de l'équipe IT, on a ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, avec, sans même parler des métiers qui, eux aussi, veulent participer au projet et pouvoir par exemple, collaborer sur la définition du processus quand on va, par exemple, faire un graphique de processus en utilisant des normes telles le BPMN2. La collaboration est critique parce que chaque entreprise va avoir une gouvernance de projet très différente. Vous allez avoir des entreprises dans lesquelles l'IT va gérer 100% du projet. Vous en allez avoir d'autres où les équipes métiers vont être impliquées. Et même au sein des équipes IT, vous allez avoir à la fois des développeurs qu'on va qualifier de développeurs professionnels, donc ce sont des gens qui codent et qui sont capables justement de tirer parti de l'extension et de l'extensibilité d'une plateforme. Mais vous allez aussi au sein d'une équipe IT avoir des gens qui sont en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage et qui, eux, vont avoir besoin de pouvoir intervenir dans le projet à un autre niveau dans la plateforme. Donc, l'importance des plateformes qui permettent à tout ça d'exister, c'est important. Donc là, on est sur la conception de l'application. Et après, on a toute la problématique de la visualisation. L'avantage de passer par une plateforme et ce que nous disent les DSI, c'est que vous avez ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la capacité d'orchestration qui mettent en rapport à la fois des systèmes, des humains et des robots. C'est de voir tous les points d'inefficacité, de pouvoir détecter les erreurs et de passer en ce qu'on appelle en informatique l'amélioration continue ou le déploiement continu, mais qui est tout à fait, pour moi, important dans cette automatisation et dans cette transformation digitale des entreprises. C'est qu'un processus, vous allez commencer à l'améliorer à l'instant T et il va falloir des itérations pour que le métier se sente en capacité d'en tirer le maximum de valeur. Et puis l'entreprise évolue, les processus évoluent, les normes évoluent et vous allez devoir faire évoluer le processus. Et cette amélioration continue qu'amène la capacité d'une plateforme, c'est ce qui permet aux entreprises aussi
d'en tirer le maximum de valeur. Donc ça, c'est un petit peu le cadre que l'on voit lorsqu'on est appelé à répondre, par exemple, à des appels d'offres ou à des demandes du marché en termes de besoins et pour répondre à des contraintes. Et la manière dont Bonitassoft répond à ces besoins, c'est avec la plateforme que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Bonita, qui est une plateforme open source d'automatisation et donc d'optimisation des processus métiers, et qui a pour principale caractéristique par rapport à ses concurrents, au-delà de l'open source, c'est d'être très extensible. On entend souvent nos clients nous dire avec Bonita, je n'ai jamais été bloqué. Encore récemment, on avait le cas d'un client qui avait ce type d'architecture mêlant des produits legacy et des approches SOA. Il arrive très bien à intégrer Bonita dans ces architectures complexes parce que l'extensibilité est maximale. Donc ça, c'est un élément très important. Le deuxième, je dirais, différenciateur qu'on peut voir au sein de Bonita, c'est cette architecture multicouche. Donc on a parlé tout à l'heure de la data. Reynald a mentionné l'importance de la data dans la transformation digitale des entreprises. Et vous voyez que finalement, on a prévu cette capacité-là aussi en séparant bien le processus et sa définition. Donc, vous voyez ici un petit peu en graphique BPMN, la data qui va être accessible via les capacités d'extension aussi de la plateforme dans différents endroits, et la partie plus UI, définition d'interface utilisateur, parce que dans la transformation digitale, ce qui va être critique, c'est que l'utilisateur soit finalement dans un confort maximal d'usage. Alors, on peut avoir des utilisateurs internes qui vont donc travailler au quotidien dans une interface, et il faut bien sûr que cette interface soit la plus performante possible. Mais vous avez aussi, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de demande de prêt. On travaille comme cela avec des grands clients dans la banque. Une demande de prêt, c'est un élément, je dirais, différenciateur de la banque, d'avoir une expérience utilisateur, et là on parle du client final, qui soit la meilleure possible. Donc il faut que la plateforme finalement donne la capacité à l'entreprise de projeter cette expérience utilisateur auprès de sa cible. Et puis l'importance du développement et du paramétrage, ce dont je parlais tout à l'heure sur la multidisciplinarité finalement de l'équipe IT, mais aussi de l'intégration de l'équipe métier. C'est que la plateforme et Bonita s'attache à cela, c'est nous mettons à disposition finalement des développeurs professionnels un environnement dans lequel ils vont pouvoir développer leurs extensions, par exemple leurs points d'extension, mais dans des systèmes de code et de technologies qu'ils apprécient. Ils vont pouvoir faire aussi de l'intégration continue, un certain nombre de choses et de méthodes, et de déployer des méthodes agiles, tous les éléments sur lesquels ils sont bien, je dirais, confortables. Et par ailleurs, des environnements plus de paramétrage ou de drag and drop sur tout ce qui est interface utilisateur, qui vont permettre d'aller plus vite, de pouvoir consommer des systèmes de ce qu'on appelle chez nous de widgets, où vous voyez ici de petits éléments pour les formulaires qui vont accélérer les temps de développement. Voilà. Donc, je vais arrêter de parler de Bonita juste pour vous rappeler que la plateforme est disponible, comme je vous l'ai dit, en modèle open source. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà aller télécharger la version communautaire de Bonita sur notre site internet. C'est tout à fait accessible. On ne vous demandera que votre email pour télécharger. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons une version souscription pour les entreprises qui veulent aller au-delà de la version communautaire. Et on propose la solution, bien sûr, sur site, dans un cloud privé ou public, et en mode totalement hosté et managé par Bonita, avec Bonita Cloud qu'on a annoncé récemment. Je ne sais pas si vous avez vu, on vient d'annoncer aussi que ICAD a fait le choix de ce Bonita Cloud. Donc c'est quelque chose, en plus, dans la situation actuelle, on voit qu'il y a une croissance des demandes d'environnement totalement hosté, et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre ça sur le marché. Voilà. Donc, pour aller plus loin, donc comme je vous le disais, en tant qu'éditeur de ce marché de l'intelligent process automation, on essaye d'amener, je dirais, de la connaissance au marché sur quelles sont les dynamiques de marché, mais aussi la valeur à automatiser. Et on a un autre webinaire prévu avec IDC, cette fois-ci en anglais, donc pour ceux qui sont
confortable avec l'anglais, je vous invite à vous connecter à ce deuxième webinaire qui aura lieu le 19 mai avec un des experts. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais si vous avez l'occasion de l'écouter, il est vraiment très très bon. Neil Ward Dutton, il a rejoint IDC l'année dernière et il avait avant une société d'analystes aussi très particulièrement sur ce marché de l'automatisation, du BPM, du RPA. Et il va parler, lui, plus particulièrement de ce qu'a effleuré un petit peu Rénal sur la business automation, le business automation toolkit et comment les entreprises finalement doivent mettre en musique différents types de technologies pour aller vers cette automatisation transformative. Voilà. Je serai courte et je vous invite donc maintenant à éventuellement nous poser des questions. Reynald et moi sommes là pour vous répondre. Alors, je vais ouvrir mon panneau de questions pour voir un petit peu s'il y en a. Donc, il y a une première question qui est sur le RPA. Est-ce que si l'on commence par le RPA, attendez. Est-ce que si l'on commence par le RPA, on a pris le bon chemin? Alors, la question là-dessus, pour revenir à ce que disait Reynald précédemment, c'est que le RPA peut être un point d'entrée dans l'automatisation, tout à fait. Et bien sûr, dans ce cadre, c'est un bon moyen déjà de mettre le pied à l'étrier et d'essayer d'optimiser une partie de ces processus. Ce sur quoi, en tant que, je dirais, acteur et voyant un petit peu comment nos clients utilisent les différentes technologies, ce qui est important, c'est d'aller au-delà, je dirais, d'un déploiement de RPA, parce que vous allez traiter ce que IDC appelle aussi des îlots d'automatisation. Il va falloir rajouter une couche d'orchestration pour finalement mettre en rapport les différents éléments d'automatisation et avoir une vue beaucoup plus complète de l'ensemble des processus, puisque comme je le disais un petit peu plus tôt, dans un processus, il y a à la fois des systèmes, des robots parfois, mais aussi de l'humain. Et toute cette boucle doit être visible et analysable. Voilà, donc vous verrez s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller sur notre site. On a des pages comme ça qui parlent un petit peu de RPA et de BPM et de la complémentarité finalement des deux technologies qui ont chacune leur valeur et chacune amène finalement en combinaison une valeur encore plus grande. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Je ne trouve pas clair la relation entre RPA et BPM. Comment les deux travaillent ensemble? Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'utilisation? Alors, tout à fait. Donc, pour vous expliquer un petit peu, quand vous prenez un processus général, donc je vais prendre par exemple, je vais reprendre mon exemple de demande de prêt. Et c'est un cas tout à fait réel puisque certains d'entre vous qui sont venus au Bonita Day l'année dernière ont pu entendre le Crédit Agricole sur le sujet. Ils ont donc ce processus donc qui va mettre en différents acteurs dans la boucle. Donc vous avez le client final, vous avez la personne qui gère les prêts dans l'entreprise et éventuellement dans certaines parties du processus, vous allez avoir des robots. Donc, la demande de prêt va être initiée par le client final. Donc, vous allez rentrer dans le processus. La plateforme BPM va mettre à disposition du demandeur l'interface qui va lui permettre de mettre ses pièces jointes, d'envoyer son formulaire. Donc là, le processus est initié, il est lancé. Le processus passe ensuite par des systèmes, va enregistrer la donnée dans différents systèmes et le gestionnaire de prêt va accéder à différents moments de la demande de prêt dans le processus. Et pour certains items, vous allez pouvoir mettre des robots. Par exemple, le robot va pouvoir, je ne sais pas, aller renseigner en automatique des formulaires ou de la donnée à partir des documents fournis par le client. Donc, il va aller chercher l'adresse, il va aller chercher un certain nombre de choses qui sont des tâches, je dirais, systématisées, puisque vous allez trouver l'adresse toujours au même endroit sur un document, par exemple, soumis par le client. Vous allez pouvoir automatiser des parties du processus. Voilà.
Donc, la partie RPA et BPM fonctionne, je dirais, en combinaison. Et à certains moments, vous allez avoir besoin ou envie de finalement décharger votre personnel ou votre humain, tel que je l'ai expliqué, de partie du processus pour aller mettre le RPA en action et gagner comme ça en efficacité. Et finalement, comme ça, l'humain va pouvoir se concentrer sur sa valeur d'analyse, par exemple, de la demande de prêt, de la stabilité financière du demandeur, par exemple, et passer plus de temps sur ces items-là que sur aller copier des adresses et des numéros de sécurité sociale. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Encore une fois, sur ce point-là, vous avez une page qui explique bien les deux, la complémentarité, et si vous avez une solution de RPA, ce que vous amène le BPM et inversement. Alors, j'ai une autre question. Après le confinement, la disponibilité des collaborateurs métiers IT sera quasi nulle pendant une longue période. Avez-vous une stratégie de contournement? Bonne question. Alors, c'est une crise sans précédent. Je pense que personne ne sait ce dont demain sera fait. Ce dont on s'aperçoit, c'est que l'automatisation, quelle qu'elle soit, que ce soit ce que je dirais, même au-delà de l'automatisation, la virtualisation finalement des processus, va dans le sens de l'histoire. On le voit aujourd'hui, et je rajouterai à ça la partie cloud, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'être à distance, de devoir gérer finalement, dématérialiser mon processus, de devoir accéder à ma plateforme à distance. Eh bien, si j'ai été dans la transformation numérique et que j'ai cette capacité-là parce que j'ai mis en place des processus optimisés, automatisés via des plateformes, ça sera d'autant plus simple. Donc, je pense que, au contraire, oui, il y aura sûrement une problématique pour aller faire des nouveaux. Peut-être que les projets vont mettre plus de temps à démarrer, mais je pense qu'ils risquent d'être priorisés parce que on s'aperçoit aujourd'hui que si on n'est pas tous dans le même bureau et qu'il faut faire avancer un processus au sein de l'entreprise et que ce processus est encore partiellement manuel, voire complètement manuel, ça pose un vrai problème. Et je pense qu'on aura plutôt une accélération des demandes vers l'automatisation qu'une frilosité à y aller. Voilà. Donc, je pense que là-dessus. Alors, quelle approche démarche pour des quick wins rapides ou privilégier certains processus? Alors, il y a plusieurs choses. On a des prospects qui viennent nous voir en disant, bah, écoutez, moi, je voudrais commencer par un tout petit processus juste pour voir un petit peu si ça m'amène de la valeur, puis après, j'irai sur des processus plus complexes. C'est pas une recommandation qu'on fait. Pour la principale raison, c'est que automatiser un processus dans son ensemble, on recommande plutôt d'aller sur des processus qu'on appelle, nous, cœur et critique, c'est-à-dire cœur de métier et critique dans leur nécessité. Parce que quand, en tant qu'équipe IT ou en tant qu'équipe métier, vous devez défendre un investissement, le fait de le faire sur un petit bout d'un petit processus finalement qui n'est pas cœur et critique, vous allez avoir du mal à démontrer la valeur et du coup à justifier finalement l'investissement à la fois en temps et en argent que représente l'automatisation. Donc notre recommandation, nous, c'est d'aller plutôt vers des processus cœur et critique, de bien impliquer les métiers et les équipes IT, de s'appuyer sur des partenaires je dirais, de déploiement d'implémentation tel qu'on peut le proposer nous avec des sociétés de services pour finalement attaquer le process sur des éléments qui vont faire du sens et qui vont amener de la valeur à l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas essayer de faire trop des quick wins d'un côté parce qu'après, voilà, vous aurez peut-être du mal à étendre. Alors, comment traduire un processus flou en processus implémenté? Si les tâches ne sont pas répétitives, est-il possible d'utiliser du RPA, par exemple? Les formulaires changent de version rapidement. Alors, comment traduire un processus flou en processus implémenté? Eh bien, il y a au sein des plateformes de Business Process Management, il y a des outils. Notamment, j'ai parlé rapidement du BPMN2, qui est une normalisation des processus. Et l'outil, donc la plateforme, va accompagner, enfin la plateforme et
je dirais, je vous ai parlé des intégrateurs tout à l'heure, on a des partenaires qui ont justement ce savoir-faire d'accompagnement des entreprises autour de ces thèmes-là, c'est que l'outil, la plateforme va permettre de formaliser le processus de manière graphique et de faire collaborer les métiers qui ont souvent la connaissance fine du processus tel qu'il est actuellement et la technique qui va finalement faire verbaliser au métier la manière dont ils travaillent et en interne ou et souvent et avec un prestataire externe, on ne va pas retranscrire stricto sensu le processus tel qu'il existe. Souvent, il va y avoir une amélioration qui va être apportée. Je vous invite à regarder des cas clients qu'on a sur notre site, notamment, je pense à un cas client de la société Léon Grosse, qui est, comme vous connaissez, une société BTP française, qui a pour un processus corps et critique, puisque c'est le montage de grues. Alors, ça peut sembler trivial pour un non-expert, mais pour avoir parlé un petit peu avec eux, c'est critique pour leur métier, parce que si la grue n'est pas à temps sur un chantier, ben c'est plein de problèmes de temps, de délai et de coûts importants. Donc c'est un processus cœur et on passait finalement d'un processus avec énormément d'étapes, et par l'usage de la plateforme et l'accompagnement qu'ils ont eu aussi d'un prestataire, ils ont réussi à optimiser le processus, à aller sur moins d'étapes, mais sur des étapes utiles et utiles à chaque étage du processus. Donc après, la deuxième partie de la question, c'était si les tâches ne sont pas répétitives, alors est-il possible d'utiliser du RPA? Les formulaires changent de version rapidement. Là, je ne suis pas éditeur de RPA, donc je ne vais pas avoir tous les détails. J'aurais tendance à dire que s'il y a des changements très rapides, ça peut être problématique, puisqu'en fait, le robot, lui, il va faire ce qu'on lui a appris. Et donc, est-ce que si finalement, il y a une itération très rapide, des changements de format, le retour sur investissement sera là? Je me pose la question. Là, je ne voudrais pas être trop absolue dans ma réponse, parce que je pense que les éditeurs d'RPA auraient peut-être quelque chose d'un peu différent à dire. Mais pour moi, s'il y a des morceaux qui changent très, très vite, je pense que le RPA peut avoir ses limites. Alors pour Reynald, donc je vais vous lire la question, Reynald, comme ça vous l'aurez. Est-ce que les statistiques IDC sur l'optimisation des processus incluent les plateformes low-code du marché, ou bien est-ce centré uniquement solution BPM? Même question pour les statistiques automatisation de processus. Donc en fait, est-ce que finalement vous avez fait une différenciation entre les plateformes low-code et les plateformes non low-code? Alors, merci pour la question. Non, alors effectivement, sur les statistiques en matière d'optimisation et d'automatisation des processus, il n'y avait pas de prérequis en matière technologique. C'est-à-dire, c'est toute technologie confondue. On ne demandait pas si cette optimisation passait par telle ou telle technologie. D'ailleurs, on peut très bien, la réponse pouvait par exemple être s'appliquer à de la projectialisation d'un processus qui auparavant était soit informel, soit partiellement automatisé ou partiellement pris en charge par un logiciel. Donc non, il n'y avait pas c'est toute technologie confondue. Alors, y a-t-il une solution dédiée au RPA chez Bonitasoft? Alors, sur la partie RPA chez Bonitasoft, nous travaillons en partenariat. Donc, nous avons un partenariat privilégié avec UiPath, qui est un des éditeurs du marché. Mais si vous avez choisi une autre solution de RPA, comme je vous le disais, comme la plateforme Bonita est très extensible, vous n'aurez aucun problème à connecter un autre éditeur de RPA, une autre solution de RPA que celle de UiPath. Avec UiPath, on a une chose, je dirais, en plus par rapport avec d'autres éditeurs, c'est qu'on a des composants mutuels. Donc, nous avons un connecteur intégré à la plateforme et UiPath propose sur sa place de marché le connecteur Bonita. Donc, tout est déjà, je dirais, hyper intégré. Il n'y a pas besoin d'aller regarder les points d'extension. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière question. Alors, pour Reynald, quels sont les secteurs les plus avancés à ce jour en matière de BPM et RPA dans le prolongement des études présentées?
Alors, dans le cadre de l'observatoire que je vous ai montré, j'ai pas fait de traitement sur les secteurs individuellement pour une raison simple, c'est que statistiquement c'était pas suffisamment représentatif. On a vu il y avait environ un peu moins de 20% du marché qui s'est engagé en RPA, un peu plus pour le BPM. Globalement, les secteurs, enfin les entreprises privées sont en avance sur le secteur public. Ça, j'ai effectivement regardé cet aspect-là. Voilà, il faudrait que je descende plus en détail dans les secteurs du privé, mais la signification, enfin les chiffres auraient peu de signification étant donné les bases qui sont assez faibles en termes de nombre de répondants hein, de chaque secteur. Alors, juste pour vous donner un éclairage peut-être sur ce que nous, on voit sur le marché, les secteurs les plus porteurs, enfin en tout cas les plus dynamiques dans les demandes, ça va être les secteurs de type finance, banque, assurance, en tête, je dirais. Derrière, vous allez avoir tout ce qui est télécommunications, vous allez avoir tout ce qui est pharma, santé pharma, c'est aussi un gros secteur. Et puis le retail. Voilà, donc ça, c'est les secteurs qu'on voit les plus actifs. Et le secteur public bouge beaucoup. Bouge beaucoup. Alors aussi peut-être parce que nous, on les voit étant un éditeur open source, ils ont peut-être une appétence à ça, mais c'est un secteur qui a commencé peut-être un petit peu plus tard, mais qui bouge énormément sur le sujet ces derniers temps. Alors, j'ai encore une question, Reynald, sur vous n'avez pas mis en valeur l'atout du BPM dans la transformation agile et permanente des entreprises versus l'évolution des business et priorités des entreprises dans un contexte de réduction des temps de cycle d'exécution, de décision, exécution. Quelle est votre opinion? Alors, la question est un peu longue. Non, mais c'est parfaitement exact. Bon, j'ai pas souligné ce point-là, mais c'est tout à fait une bonne remarque. Ce qu'on peut noter effectivement plus largement hein, dans ce qu'on a défini comme l'intelligent process automation, c'est effectivement un des points, c'est la visibilité sur les opérations et la visibilité sur les processus métiers, donc la capacité à les transformer rapidement, effectivement en lien avec les exigences en matière de transformation numérique qui souvent se traduisent aussi par un time to market réduit. Ouais, et ça, le time to market, je le disais tout à l'heure quand j'ai effleuré la problématique des processus, des typologies de processus. Ce qu'on voit, c'est que notamment quand on a des entreprises, là, je pense à des exemples dans les télécommunications, où on a des lancements d'offres et le time to market, le go to market est critique parce qu'en fait, voilà, il faut absolument aller rapidement vers le client et lancer ses offres avec des cycles d'exécution et de décision qui soient performants. Et voilà, on a pas mal de clients qui s'intéressent justement à l'automatisation, à l'optimisation dans ce cadre-là du go-to-market. Vous avez je pense aussi des cas clients là-dessus avec Vodafone et MásMóvil en Espagne. Et je pensais aussi en France avec la société Alptis, qui est une société elle plutôt du monde de l'assurance, mais qui dans le go-to-market et cette rapidité, c'est très important parce qu'ils passent par des partenaires pour mettre sur le marché leurs offres et ils utilisent finalement la plateforme de BPM comme un orchestrateur de cette mise à disposition des offres et des nouvelles offres en permanence. Donc ça, c'est le go-to-market et le cycle décision-exécution est au cœur, bien sûr, des valeurs du BPM. Alors, on a plein de questions. Je suis ravie que ça vous intéresse. Alors, avez-vous des expériences dans le domaine de la santé? Si oui, quelle est la typologie de vos clients, hôpitaux, institutions, mutuelles, laboratoires? Alors, on a pas mal d'expériences, comme je vous le disais, dans le domaine de la santé et de la pharma. Et on a un peu tout ce que vous citez. Alors, on travaille avec effectivement les institutions, notamment CNAM, CNAF, enfin ces institutions-là. Les mutuelles, tout à fait, c'est un gros secteur. J'ai parlé d'Alptis qui sont sur l'assurance, mais on travaille aussi avec la partie plus mutuelle de ce type de secteur. Les hôpitaux, je vais vous citer un exemple que j'aime bien parce que voilà, dans la situation dans laquelle on est actuellement, on peut se dire, est-ce que la technologie pourrait nous aider à mieux traiter des problématiques de santé
On voit actuellement ce qui se passe. Et je vais vous citer l'exemple d'un hôpital espagnol qui s'appelle CESCAM. Là aussi, vous retrouverez, si ça vous intéresse, l'histoire complète. CESCAM, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont utilisé finalement la plateforme de BPM pour que le processus de suivi d'un patient en risque de cancer du côlon soit optimisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois le patient, les laboratoires, le médecin généraliste, l'hôpital vont travailler dans le même environnement que permet la plateforme et vont pouvoir suivre le patient pour qu'il fasse ses examens. Bon, déjà pour qu'il soit notifié qu'il est dans une population à risque et qu'il donc il s'oriente vers des tests de risque du cancer du côlon. Puis ensuite, pour suivre qu'il fait bien ses examens au bon moment, le rappeler à l'ordre s'il ne fait pas ses examens, que ensuite l'hôpital puisse vérifier que le praticien a bien vu le malade à intervalles réguliers, et tout ceci dans un environnement finalement comme certains disent, sans couture, c'est-à-dire que tout fonctionne dans un processus visible et analysable par l'ensemble des partenaires du processus. Et quand je dis ça me fait plaisir, c'est que dans ce cas-là, Bonitas sauve un petit peu des vies parce qu'ils ont déjà permis de diagnostiquer un certain nombre de personnes de manière très très tôt. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, les chances de survie sont démultipliées, les traitements sont moins lourds, et voilà. Et là, on est vraiment, et on est au cœur des problèmes actuels, c'est comment finalement la technologie va nous aider dans la prise en charge du patient et dans son suivi, parce que le suivi ne se passe pas tout au même endroit et au même moment. Il n'y a pas d'unité de lieu et d'unité de temps dans le suivi d'un patient. Donc ça, c'était un exemple secteur santé. Alors, si vous n'avez pas de processus à modéliser, quelle est votre approche et conseil? Alors, je ne comprends peut-être pas très bien. Si vous n'avez pas de processus, si vous n'avez pas de processus de modéliser, ils ne sont pas du tout modélisés. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, la démarche de déploiement d'une solution de type Bonita ou de type BPM va demander de justement se mettre tous autour d'une table et de dessiner et d'expliciter et de modélisation du processus. Donc ça fait partie du projet. Il y a des entreprises qui vont avoir déjà modélisé et qui vont aller plus vite, mais quand on part d'une page blanche ou de processus très hétérogènes ou très papier, ou multi-système, ou même, je dirais, parcellaire. Parfois, certains membres du métier vont connaître une partie, d'autres, ça va être une autre division qui va te connaître une partie. Toute l'idée, là, c'est vraiment de se faire accompagner, je pense, par des gens qui sont vraiment conseils autour de ces thèmes-là. Et vous pourrez retrouver sur notre site quelques exemples de partenaires qui travaillent sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est d'approcher le processus et de faire travailler autour de la table toutes les personnes qui sont impliquées. Et malheureusement, on commence souvent, enfin malheureusement ou heureusement, on commence souvent avec un papier et un crayon. Et puis, on met tout le monde pour expliciter finalement les parties processus. Ensuite, on va pouvoir modéliser dans l'application. Et comme je vous le disais, c'est derrière une amélioration continue. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer par un morceau, de faire peut-être une première version finalement de ce processus, puis de se rendre compte qu'à l'usage, il faut améliorer tel ou tel pan du processus parce que soit ça peut se passer mieux, soit ça ne se passe pas exactement comme on voudrait. Et ça ne pose pas de problème parce que quand vous avez une plateforme qui permet ce développement agile, ce qu'on appelle l'amélioration continue et finalement ce qu'on appelle aussi chez nous des mises à jour en live, c'est-à-dire que même si votre processus est déployé, vous allez pouvoir continuer à améliorer sans arrêter la production, le formulaire, améliorer tel et tel élément du processus. Il faut y aller en fait, il faut se lancer, il faut commencer par une première version et puis itérer. On croit beaucoup à la méthode agile et je pense que ça, c'est très important de passer sur ce type d'approche. Alors, on me dit qu'il va falloir arrêter. Pourtant, j'ai encore des questions. Donc, si je vois qu'il y a encore des gens présents, donc je ne sais pas, on va peut-être continuer un petit peu juste avec quelle est la proportion de projets réussis qui associent en bonne harmonie BPM et RPA.
Là-dessus, comme Reynald le disait, on n'a pas encore des tonnes de projets qui mettent les deux en œuvre. On a des clients qui vont avoir du BPM et du RPA un peu parcellisés. Ce qu'on voit, c'est quand les deux sont mis en musique, il y a tout de suite des gains des deux côtés plutôt que de faire l'un ou l'autre ou l'un à côté de l'autre. Par contre, on n'a pas encore des tonnes de projets qui mettent les deux en musique parce que, comme vous l'avez vu, sur la partie RPA, il y a encore, voilà, c'est assez récent. Dans les cas d'usage du BPM que l'on observe, quel pourcentage environ correspond à du BPM transverse, cross-application métier, plutôt que intra-applicatif? Usage du BPM en interne, de la construction d'un applicatif métier mode digital avec microservices. Alors, bonne question. Par contre, je ne vais pas avoir de pourcentage en tête. C'est clairement les deux chemins qui peuvent être pris. Hein, donc, effectivement, faire parler différentes applications métiers et puis, ou alors construire un applicatif métier complet. Et chez certains clients, il y a les deux qui cohabitent. On va avoir à la fois le développement d'une application métier basée sur les processus qui va être totalement je dirais, je suis désolée des anglicismes, mais en stand-alone, en fait, toute seule, ou un système orchestrateur qui va mettre en musique différentes applications métiers et on va se servir finalement du moteur d'orchestration que représente une plateforme telle que Bonita. J'ai pas de proportion en tête là-dessus, par contre, je suis désolée, mais les deux cas existent. Voilà. Eh bien, il n'y a plus de questions. Donc, on va pouvoir finir. Je vous remercie tous pour votre attention. Je suis contente que ce sujet ait finalement intéressé beaucoup d'entre vous avec le nombre de questions qu'il y a eu. Nous enverrons de ce webinaire, nous allons envoyer un lien qui vous permettra de télécharger l'étude complète d'IDC, enfin ce qu'on appelle l'executive summary, donc vous aurez cela. Et puis, si vous avez l'occasion à la fin de ce webinaire de répondre à la petite enquête que l'on vous enverra, ce sera vraiment génial qu'on puisse avoir votre point de vue sur finalement la manière dont s'est passé ce webinaire, ce que vous en avez appris et comment on pourrait éventuellement vous aider pour avancer dans vos questionnements sur le sujet.